Voilà. Donc, salut tout le monde. Donc, Anna Nidja, Project Manager chez Tunisian Startups. Et aujourd'hui, on est là pour la première session de Tunisian Startups Academy à la Product Management. Donc, c'est un projet led by Wassim Jouini et Edam Chebi. Donc, c'est un projet un peu spécial. C'est édité des membres, Wassim ou Edem. Donc là, je donne la parole à Wassim ou à Edem pour vous parler un peu plus de ce projet. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent au Lyoum. Je vais commencer déjà par remercier Edem qui a initié cette idée-là, mais c'est une startup qui nous a permis de la réaliser. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une idée au fait qui mûrit depuis très longtemps. Même Namne ou Edem, on se disait pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un programme de product management pour la Tunisie. C'est quelque chose qui manque et le product management, c'est en général un peu le cœur du développement des produits dans une startup. Et avec l'effervescence qu'il y a en Tunisie, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, merci Edem d'avoir poussé énormément pendant un an et nous avoir connecté tous nos pour mettre ça en place. Merci Tunisian Startup aussi d'avoir suivi l'aventure et d'avoir cru dans cette aventure-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce programme? Donc, c'est une première édition de Product Management où on a envie de faire un pilote, en gros, par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Pour, en gros, voir un peu les fondamentaux du product management. Depuis ses définitions de base, ses outils qui m'a l'agilité, design thinking, les terminologies qui m'a le lean, comment prototyper, implémenter un projet, jusqu'à l'intégration et la considération d'outils qui m'a l'intelligence artificielle. Donc, sur les différentes sessions, notre objectif, c'est un peu donner des pointeurs vers tous les éléments fondamentaux dans le product management et qui permettront à toutes les startups qui nous suivent, Inch'Allah, d'arriver à trouver ce qu'il leur faut pour avancer. Ce que je vais dire aux startups qui nous suivent Lyon, mais celles qui suivront peut-être les enregistrements par la suite, c'est de revenir vers nous avec vos questions, avec vos feedbacks. L'objectif de ce pilote, c'est aussi de comprendre un peu où sont les manques dans l'écosystème tunisien du point de vue du product management et comment on peut construire par la suite des programmes qui seront plus intensifs, plus complets, peut-être en immersion avec des suivis de programmes pour permettre justement aux startups d'avoir tous les outils nécessaires pour développer leurs produits à Bardam. Donc, c'est un peu ça, le cadre global de ce programme pilote et ce qu'on va voir ensemble sur les prochaines semaines. Peut-être un mot rapide sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente en général, je suis Wassim Jouini et je me présente en général comme un entrepreneur et un investisseur fait Tunis. J'ai cofondé 2 startups. Il y en a une peut-être que vous connaissez, il y a 5 Points qui a déjà plus de 3 ans et une nouvelle qui s'appelle ProServi. Et je suis plusieurs startups tunisiennes depuis quelques années, qui m'a Expansia, qui m'a Dapchi, qui m'a Vind, d'autres startups. Pour la petite anecdote, Kholdoun, qui est avec nous au Lio, mais qui va ouvrir le bal, était un ex-PM t'as Expansia pendant 3 ans, il me semble, c'est ça. Et je me rappelle parce que j'avais fait passer les entretiens de Kholdoun pour rentrer chez Expansia à l'époque. Voilà, donc c'est fini pour les anecdotes. Avant de donner la main à Edem, s'il veut rajouter un mot, ce que je vais vous dire aussi par rapport à toutes les sessions, pas juste par rapport au programme global, mais par rapport à toutes les sessions, n'hésitez pas à poser des questions. Les intervenants pourront répondre au fur et à mesure aux questions voilà, par la suite. Et s'il y a des questions qui reviennent tout le temps ou des points qui semblent épineux et qu'il faut adresser, on pourra aussi envisager de faire un deep dive par la suite. Rien ne nous empêche de faire des petites sessions de 15-20 minutes. On prendra un sujet en particulier, on le creusera ensemble parce qu'il y a un besoin pour la communauté. Donc je répète, c'est vraiment fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et donc c'est par nous, pour nous. N'hésitez pas à intervenir et à participer, ce sera pour le bien de tout le monde. Et je vais m'arrêter là. Edem, si tu as un mot, tu peux te prononcer sur le sujet et puis on va laisser Kholdoun attaquer la première session de Product Management. Merci Wassim. تصور برشا حاجات قلتهم اللي qui résume un peu l'idée derrière l'initiative. Il faut pas oublier aussi de remercier Tunisian Startups sur l'équipe derrière, parce que nous, on est initiateurs du projet, mais c'est eux qui ont réellement tout fait, qui ont mis en place tout ce programme. Qui m'a dit
Wassim, en fait, l'idée, c'est de créer une académie qui les startups existantes disons, à former une génération تاع عباد اللي نجموا يخليونا نكبروا les startups اللي موجودين اليوم واللي حتى باش يجيو غدوة. بديت بالبرودكت مانجمنت باسكو بيرسونيلمون انا عشت l'expérience اللي هو à un certain moment qui تبدا تكبر la startup, le CEO ou le cofondateur ne pourra plus gérer la partie produit اللي هي من الاول تبدا بحب في l'idée. Donc تلقى en général c'est les cofondateurs ou le CEO هو اللي le product manager في الستارت اب. من بعد بشويه تبدا تكبر لازمك تسيب البارتي هذيا باسكو عندك حاجات اخرين باش تعملهم. سوف كو الدومين هذا والا البرودكت مانجر سي ان ميكس انتر بليزيور سكيلز سكيلز تكنيك سكيلز ماركتينغ دوتر سكيلز اللي ان جينيرال نتعلموهم بالاكسبيريونس. دونك ما نقراوهمش ما عندناش اكسي الحاجه اللي تخلينا اليوم سورتو لي ستارت اب تونيزيان اللي تخلينا كي بوستي انا حاجتي برودكت مانجر ما نلقاوش رابيدمون باسكو حاجتي حبيت اللي عندهم الاكسبيريونس. واليوم اوني دون ان ايكو سيستيم اللي مازال صغير مازال ما طلعش برشا دي كومبيتونس ديزون. دونك l'accès les compétences اللي هما ils sont très importantes. On ne peut pas avoir une start-up technologique sans avoir un product manager. C'est ما نجموش نخبيوه. Donc l'idée c'est de faire une académie اللي تعاون mis à part la partie technique. Donc on a des académies اللي يعملوا ingénieur يعاونوا pour le développement. عندنا d'autres académies اللي مربوطين بحاجات تكنيك مي ما عندناش اليوم الحاجات اللي les compétences اللي تستحق لهم الاخرين notre startup product management sales la partie data science في adapter les besoins d'une startup B2C. Donc فما دي سكيلز اليوم اللي ماناش لاقيينهم في المارشي. وين جات ليدي هذيا وحكيت فيها مع تونيزيان ستارت ابس ومع وسيم on a compris aussi que c'est un besoin اللي موجود عند les autres startups. Donc je remercie Tunisian Startups اللي قبلت بالإيدي هذه واللي حبت تعملها. و bien sûr l'idée هذيا ما تنجمش تكون تتعمل من غير les entrepreneurs اللي هما بيدهم ils seront des panélistes ولا ils seront des formateurs ولا des coachs في l'initiative هذيا. و voilà donc c'est un POC. On va essayer d'avoir un webinaire et l'idée après c'est de créer une vraie académie. Et voilà. Donc merci beaucoup. خديت برشا وقت انا وقت خلدون. ميرسي خلدون aussi على اللي قبلت باش تعاوننا في الافونتور هذايا ونخلي لك ميرسي. Ok, merci Adam ou merci Wassim pour la petite anecdote de Wassim. Il continue Wassim à nous offrir des opportunités. Mon invitation aujourd'hui en atteste. Bravo pour ces efforts et ces initiatives que je salue. Je vais peut-être commencer par une petite présentation de moi-même, Mr. Arfouni. Kholdoun Bouraoui, CEO de Agile for UX. C'est une entreprise spécialisée en product management. Donc, le premier focus c'est le product management. Et je suis un ancien de Expansia. Donc, toutes mes salutations à mes camarades de Expansia, parce qu'on ne quitte jamais Expansia. Expansia, c'est une école en product management. Et puis voilà, actuellement, je suis coach de start-up. Donc, j'interviens auprès de plusieurs incubateurs. Où, je vais vous parler de product management sans plus tarder. Donc, est-ce que tout le monde voit les partages d'écran? C'est bon, oui. C'est bon, madame? C'est bon aussi? Oui, c'est bon.
juste بالك خلدون كان تحب تكبر l'écran comme ça باش تولي contenu en plein écran. Ah, là, déjà, je suis en plein écran sur la présentation. Mais comme je suis en double écran, c'est pour ça que ça ne se voit pas très bien. Donc احنا en fait نشوفوا في الشيت الكل نشوفوا في الدوكيمون الكل مش كان سلايد. D'accord. Sur le document le code. D'accord. Je vais juste tenter de rectifier tout ça. C'est mieux, Tom? Parfait. Si tu peux cliquer sur lire et cours. C'est très bien là. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, mercredi comme une school. On parle de product management aujourd'hui. Beaucoup font peut-être le mix avec le project management, la gestion de projet. Donc, product management, c'est la gestion de produits. D'accord? Donc, pour définir ce que c'est qu'un produit, هو tout produit qui soit physique ou intangible qui générerait de l'argent. Ça peut être aussi un service, notamment. D'accord? Donc, un produit qui va nous générer un revenu récurrent. La fonction product management, c'est tout simplement essayer de maximiser le revenu qu'un produit nous ramène grâce à une attention managériale spécifique. Donc, un produit, il doit être à la fois valuable, il doit avoir une valeur qui s'adresse à un problème des utilisateurs. Un produit qui ne résout aucun problème des utilisateurs ne mérite pas d'être acheté. Ce produit, il doit aussi être utilisable. On doit pouvoir l'utiliser avec facilité et il doit être faisable sur les aspects techniques d'élaborer ce produit ou également faisable sur les aspects commerciaux et il est trouvable sur le marché, on peut l'acheter, etc. Et il doit être aussi viable, c'est-à-dire qu'il doit respecter un certain nombre de critères de stabilité, de performance, etc., pour qu'il puisse être utilisable. Voilà où est-ce qu'on se place. On veut faire des produits qui vont matcher tous ces critères et c'est là où il faut commencer à se dire que faire un produit innovant, introduire un produit innovant sur un marché n'est pas une tâche facile. Puisqu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc, certains sont économiques, certains sont techniques, certains sont d'ordre humain. Donc c'est une problématique un peu complexe. Pourquoi on a besoin de product management? Parce que vous avez sans doute en tête plusieurs marques de produits, plusieurs modèles de produits fameux comme on peut citer l'iPhone par exemple, qui a révolutionné un petit peu l'industrie dans les téléphones. Mais il y a derrière ces produits un tas d'autres produits qui sont morts sans que personne ne s'en aperçoive. Un tas de noms, enfin, je me souviens pour l'anecdote, j'ai présenté ça à une start-up qui fait du jeu vidéo que je salue, enfin, un jeu que personne ne connaissait alors que dans l'histoire il a coûté pas mal d'argent et que ça a été un échec lamentable bien sûr, puisque personne ne s'en souvient. Et les cas, les produits qui dans la littérature, ça existe beaucoup. Derrière les startups que vous connaissez et qui ont réussi, il y en a pas mal qui n'ont pas réussi non plus. Donc, il y a des produits qui vont se vendre beaucoup moins que les attentes. On s'attend à une certaine courbe, surtout si on est dans le monde startup.
une certaine courbe d'évolution. Le produit, il ne se vend pas autant qu'on le souhaiterait, voire des fois pas du tout. Des fois, il apparaît brièvement, il commence à se vendre et après, il ne se vend plus. Et elle, il n'atteint pas les objectifs de croissance et de revenus qu'on lui a fixés. Du coup, voilà, la discipline de product management, c'est d'éviter tous ces problèmes-là. Et on va voir comment le product management a évolué en fonction du temps. Il a pris des airs nouveaux depuis le Lean Startup en 2010-2011. Et aujourd'hui, on parle de Lean Product Management qui est très très différent du Product Management qu'on connaissait avant. Bref. Donc, à peu près, nous sommes dans un monde très volatile où les incertitudes sont très importantes, surtout si on est dans l'innovation. Il y a de multiples challenges. Par exemple, au cours de il y a beaucoup d'instabilité sur les requirements. Des fois, j'ai des idées, des fois j'en ai beaucoup. Des fois, les clients demandent beaucoup de changements. Donc, il y a des changements qui vont s'opérer. Donc, ce qui fait que les anciennes méthodes ne tiennent plus la route. Où je pars sur un projet de longue durée avec un cahier des charges très bien étoffé, et ça ne marche plus. Le temps où je suis en train de faire mes études, les choses ont déjà changé. Donc, on se retrouve aussi avec des produits avec plein de fonctionnalités qui ne servent pas aux utilisateurs. Ils ont été imaginés par l'équipe qui a fait ce produit, qui a construit ce produit. Ils sont des features sympathiques, etc. Mais dans la vraie vie et le vrai contexte d'utilisation des utilisateurs, ça ne leur permet pas de faire grand-chose. Donc, imaginez juste les produits que vous connaissez, même les produits de renommée, ont beaucoup des mastodontes de UX, etc., comme des produits que tout le monde connaît, un Windows ou un Microsoft Word. Il y a toujours des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin et qui complexifient beaucoup le produit. À la khatr, peut-être que ça aurait pu être packagé différemment selon les utilisations. Si je vais utiliser Word juste pour écrire une lettre professionnelle de temps en temps dans une petite PME, je n'ai pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités. Donc, comme une perception où les utilisateurs voient qu'il y a trop de choses compliquées, qu'il faut à la limite des fois faire des formations. Sauf tout ce qu'on peut faire avec un Excel, par exemple, il faut faire des formations poussées, alors que les besoins sont très spécifiques et très simples et qu'on n'arrive pas à trouver de moyens simples pour faire ce qu'on veut. Donc, on a toute une partie importante sur le choix des fonctionnalités, sur comment ils apparaissent et en fonction des personas, donc en fonction des robots, portraits robotiques des utilisateurs, etc. Et au total, ça fait des pertes sur des pertes de temps. Donc pour une start-up, le temps c'est une ressource la plus rare. Et des pertes d'argent, de positionnement, de part de marché, des fois irrécupérables. Donc c'est important de soigner le product management. Et pour une start-up qui n'a pas beaucoup les moyens, on verra comment elle va faire pour le démarrage et quand est-ce qu'elle aura vraiment besoin d'un product management, on va dire, beaucoup plus sophistiqué. Moi, j'aimerais bien que cette session soit un peu interactive. Du coup, j'aimerais pas me lancer dans un monologue. Si on a déjà des questions, moi, j'aimerais bien les prendre. Ou des suggestions, si vous voulez que je mette l'accent sur un point particulier. Pas de questions pour l'instant, je pense que tu peux continuer. Pas de questions. Donc, si on parle de product management, on parle de 3 grands volets. Il n'y a pas que 3 volets, mais les 3 volets qui sont les plus importants. Et le volet stratégique, donc la stratégie produit, qui se résume à dire pourquoi je fais mon produit, à qui il s'adresse, c'est quoi sa proposition de valeur,
sinon les segments que je vais toucher, et comment inscrire mon produit dans la durée, comment je le vois dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années. Et donc, tout part d'une vision, d'une mission, bon bref, le côté stratégique de la chose. Le côté stratégique qui, contrairement à l'idée reçue ou à l'idée populaire, n'est pas véritablement figé. La stratégie fait à plusieurs layers, plusieurs couches. Et on va parler de tactique produit, par exemple, qui est quelque chose qui va être très très mouvant. Par exemple, comme un exemple, il y aura d'autres intervenants qui vont vous parler de Expansia. Moi, je suis un ancien de Expansia, mais je vais quand même donner des exemples. Par exemple, si on a une stratégie d'intégration avec plusieurs autres logiciels du marché pour interfacer une certaine application, c'est-à-dire c'est une stratégie qui peut être plus ou moins long terme avec des petites tactiques pour approcher, pour faire des partenariats, par exemple, conjointes, quelques brins, à faire des actions spécifiques, et dans le cadre de tactiques beaucoup plus court terme et beaucoup plus changeantes, volatiles des fois. Le volet stratégie, le volet design, donc un produit, ça doit marcher d'une certaine façon. Donc, pour savoir ce que je mets dans mon produit, sur les fonctionnalités, je dois comprendre surtout quels sont les besoins. Donc, comme des startups qui font leur pitch, etc. Moi, je suis souvent dans le comité pour juger un peu les prestations, les présentations à les startups, où beaucoup de startups viennent pitcher sans qu'ils puissent réellement formuler d'une façon très très condensée ou très très synthétique quel est le problème qu'ils doivent résoudre, qu'ils sont en train de résoudre. Donc, ok, le besoin du client, on le connaît, c'est les ABC, sinon on n'aurait pas été là. Mais la compréhension du besoin client fait à plusieurs niveaux aussi. Donc, une compréhension globale qui des fois semble évidente pour une startup. La compréhension fine des subtilités par le besoin dans des contextes d'utilisation réels qui, elle, est à découvrir au fil du temps. Nul ne peut prétendre à l'instant T qui connaît parfaitement le besoin de son client dans le moindre détail, dans les moindres fonctionnalités, détails des fonctionnalités. Il est déjà riche, il est déjà assis sur une grosse une caisse d'argent déjà. Le plus dur, c'est pas forcément de faire un produit, ou de le marketer, ou de le vendre. Le plus dur, c'est de comprendre derrière le besoin et d'avoir une meilleure compréhension de ce besoin pour se positionner sur le paysage de la concurrence, ou pour innover. Donc, la partie design produit, ça implique surtout la partie design de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle user experience, UX. Pareil, ce terme-là est très mal compris. On comprend toujours par UX l'aspect graphique, surtout dans l'industrie de l'IT. La UX, c'est un concept qui n'est pas restreint à l'IT, qui va beaucoup plus loin que le simple design graphique. Donc, selon l'inventeur même du terme UX, il s'agit de savoir comment marchent les choses, comment marchent les fonctionnalités. Donc, la fonction design du produit, ou elle plutôt, je devrais dire design de l'expérience, qui est plus correct, c'est d'imaginer le parcours de l'utilisateur dans ses moindres recoins et de s'adresser aux problèmes, aux pain points, on appelle ça les pain points, les points de douleur de l'utilisateur. On arrive à concevoir des produits et services qui sont ergonomiques, mais pas uniquement, qui sont réellement friendly et centrés sur l'utilisateur, sur l'humain. Donc, le troisième aspect du product management, c'est l'aspect processus.
Donc, l'exécution. Donc, une fois qu'on a une belle stratégie, on sait à peu près comment doit marcher notre produit. Là, il faut exécuter, il faut le faire. Parce que, comme appelle Eric Ries, celui qui a publié le premier livre sur le Lean Startup, je crois que les choses les plus difficiles sont les tâches simples et répétitives et les tâches que tout le monde ignore. Donc le diable, il est vraiment dans le détail et pour réussir une bonne exécution, il faut faire attention à tous les détails, notamment d'y remédier. D'ailleurs, fondateur de Expansia, avec Jihad Othmani, qui a dit un jour comme ça qui se racontait dans l'équipe, il a fait la leçon. J'ai l'impression que le son coupe un peu, oui. Roldoun, Tasma Feya, oui. on t'a perdu un petit peu quand tu nous racontais l'anecdote justement sur les fondateurs d'Expensia et ce qu'elle racontait, mais on n'a pas pu l'entendre, il y a eu des coupures de son. Bien. Peut-être vaudrait mieux que Kholdoun désactive sa caméra. على خاطر ça coupe grave. أنا ما عادش عارفة فيسبوك ولا لهنا. Donc je sais pas si Kholdoun تسمع فينا. Ouais, j'ai l'impression que Roldoun a quelques problèmes de connexion. Deux secondes, on l'appelle et pour voir C'est ça, on comment va lui donner il quelques peut se... minutes. Ouais. Voilà. Oui. En attendant, Kholdoun Yarja, peut-être aussi, Moula Aiden, vous pouvez nous parler de votre expérience en product management pour les startups interco. Ce serait cool. Très bien, je vais peut-être commencer. En fait, pour l'expérience de product management que j'ai eue, en fait, j'en ai eu plusieurs. J'avais commencé mon expérience en arrière de Microsoft il y a déjà 8 ans. Chez Microsoft, à l'époque, on travaillait sur le divertissement, notamment le divertissement Xbox, musique, vidéo, reading. Donc, en fait, je m'occupais de l'expérience utilisateur, de la collection utilisateur à l'époque. Au BAD, j'étais parti chez Criteo où j'ai géré Kif Kif, Product et Programme Management, mais sur une plateforme de machine learning.
Donc, en fait, la plateforme de machine learning de Criteo qui gère justement toute la partie advertising de Criteo. Elle a ses propres fonctionnalités qui permettent aux clients de faire de la pub et de faire le tracking de cette pub-là. Et donc, on gérait cette plateforme-là. Et ensuite, oui, en Tunisie, j'ai aussi l'habitude d'intervenir un petit peu auprès des startups, auprès des incubateurs et accélérateurs pour discuter avec les entrepreneurs et présenter des notions qui sont liées à tout ce qui est lean, agilité, design thinking, et parler aussi de comment on peut considérer l'intelligence artificielle fait le product management. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après, je ne sais pas si ça va être... je pense que c'est une notion de lean, d'agilité, de design thinking. On va les aborder dans différentes sessions, pas forcément toutes ici, mais c'est des choses qu'il va falloir qu'on regarde de près. Et en général, c'est une des sessions qu'on pourrait faire en deep dive. Je pense qu'elles sont assez connectées entre elles. Et pour pouvoir bien construire son produit, il faut regarder le côté lean. Donc, il faut développer son produit de manière assez minimaliste en répondant aux besoins du marché. Il faut le faire de manière agile pour que l'implémentation se fasse de manière itérative. Et il faut garder ça dans un cycle global de design thinking pour aller depuis la problématique jusqu'à l'implémentation et le test utilisateur. Donc, c'est un peu ça l'expérience qu'on a eue en global. Je ne sais pas si vous voulez entendre peut-être des anecdotes sur le développement de produits, plus que sur des notions qui seront peut-être vues en profondeur par la suite. C'était une question, mais je peux peut-être rire. Bah oui, vas-y, carrément. Hein. Je pense que tout le monde, on attend Khaldoun, mais ياخذوا شوية tips and tricks. Très bien, je peux vous donner un exemple. Je pense que c'est un exemple qui est très parlant. C'est l'exemple du développement d'un produit en interne en Criteo. Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders du retargeting publicitaire. C'est-à-dire, en fait, c'est une boîte qui va collecter des informations de la part des e-commerce, donc la Retout, la Fnac, etc., et qui va utiliser cette information pour ensuite vous fournir de la publicité qui sera adaptée à vos besoins, en fonction de ce que vous avez vu chez ces e-commerce-là. Pour bien comprendre le comportement des utilisateurs, c'est important d'avoir un peu toute la vue sur l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire que Matalan, l'utilisateur est peut-être parti à la Fnac regarder des produits d'un chaîne photographie, à la Booking pour chercher je sais pas, un séjour de vacances, etc. Il a ce qu'on appelle une timeline, un ensemble d'événements, et en fonction de cet ensemble d'événements, on peut lui recommander quelque chose qui sera contextualisé. Le problème chez Criteo, et c'est là où on commence à rentrer dans la définition du produit, le problème chez Criteo, c'est qu'il gère à peu près 3 milliards d'identifiants. Donc, il faut savoir qu'un identifiant, ça peut être votre téléphone, ça peut être votre ordinateur. Donc, il y a 3 milliards d'identifiants qu'il faut consolider pour savoir quel identifiant appartient à quel utilisateur, et puis construire au-delà de tout ça une vue globale sur l'interaction de l'utilisateur avec les partenaires de Criteo. Alors, comment on fait ça? On veut construire un produit qui nous permette de faire ça, pour bien voir ce qui se passe au niveau de l'utilisateur et faire de la bonne recommandation, mais comment on construit ce produit-là au fur et à mesure, en s'assurant qu'on répond à un véritable besoin. Même en interne, dans ce genre de boîte, j'ai besoin de ça, fais-moi une timeline sur 3 milliards d'utilisateurs. Il n'y a peut-être pas besoin de ça. Donc, dans la définition du produit, on veut avoir une vue simple sur l'utilisateur. Dans l'implémentation, ça c'est la partie lean, c'est-à-dire comment je définis le produit intérêt. On sait qu'il y a ce besoin-là, on sent qu'il y a ce besoin de visibilité sur une timeline pour voir l'enchaînement des événements de l'utilisateur. Comment ensuite on développe ce produit-là? Si on a défini à peu près ce qu'on pense être l'approche lean, minimaliste, comment est-ce qu'on met les différentes étapes les unes après les autres pour construire ce produit-là? Eh bien, ce qu'on avait choisi de faire à l'époque, c'est de se dire on ne va pas prendre les 3 milliards d'informations qu'on a sur tout le monde, sur toute la planète, et construire le produit en une seule fois. Ça coûte, sans exagérer, des millions de dollars de traiter ces données. Pour vous donner un chiffre à garder en tête, Criteo a à peu près 100 millions d'appels par seconde sur sa plateforme de machine learning. Donc, en fait, un événement, c'est vous allez sur un site, Matalan, et vous voyez une bannière publicitaire. Bah, ça, c'est plusieurs événements. C'est achat de la bannière publicitaire, c'est la recommandation, c'est l'affichage des produits, c'est le clic de l'utilisateur. Donc, il y a énormément d'événements. Et on ne peut pas s'amuser à indexer tout ça et le faire pour 3 milliards d'individus d'un seul coup. Ça coûte très, très cher et on n'est pas encore sûr justement de l'utilisation du produit. Donc, comment on commence? Ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on s'était dit, pour nous assurer de bien comprendre le besoin,
et l'expérience, on va faire quelque chose d'extrêmement petit, minimaliste, et on choisira par exemple une centaine d'identifiants d'utilisateurs qu'on indexera aléatoirement. Et pour ces utilisateurs-là, on fera une timeline. Parce qu'à partir de là, quand on aura en fait, ces vues-là sur ces timelines, on pourra les présenter aux stakeholders, donc aux équipes qui pourraient l'utiliser, pour dire est-ce que c'est ça dont vous avez besoin? Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Est-ce qu'en voyant la timeline de l'utilisateur comme elle est sous cette forme-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien comprendre le comportement d'utilisateur et pour bien lui fournir une recommandation adaptée? Et rien que ce travail-là, qui était assez minimaliste, rien que ce travail-là a permis de comprendre beaucoup de choses. On a compris ce qu'il fallait en termes d'interface, parce qu'on avait le feedback justement des utilisateurs qui allaient utiliser cette interface-là. On a compris quelles étaient les données utiles ou pas pour les afficher sur l'interface. Comme ça nous évite d'indexer et de prendre en compte toutes les informations qu'il y a dans les bases de Criteo qui ne seraient peut-être pas utiles et que ça coûterait très cher. Ça nous a permis aussi de savoir si toutes les données qui sont disponibles chez Criteo étaient cohérentes, est-ce qu'on peut bien les croiser et construire cette timeline correctement. Donc, c'était un peu notre POC en interne et ça a permis de valider nos hypothèses. D'ailleurs, quand Kholdoun reviendra, il vous le dira, la chose la plus importante quand on démarre dans un produit, c'est de partir des hypothèses qu'on a faites sur le produit et sur le besoin du marché et essayer de les valider. Et on ne peut en général les valider qu'en les mettant face à un client. D'accord? Donc, au bout d'un moment, il faut prendre vos idées et les mettre face à la réalité. Et à partir de là, vous allez avoir des vrais feedbacks. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris ce produit-là, on l'a mis en face des utilisateurs et ça nous a permis de valider certaines hypothèses et puis de changer d'autres. C'est-à-dire que d'autres, on pensait que ça allait fonctionner d'une certaine façon, on s'est rendu compte que les utilisateurs ne l'utilisaient pas et que ça ne leur servait à rien du tout. Donc, on n'a pas investi dans ces fonctionnalités-là et on s'est focalisé sur le besoin des utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, on a construit le produit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on est parti de 100 utilisateurs à 1000 utilisateurs, à 10 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, et au fur et à mesure, à chaque itération, on montait en scale, et en montant en scale, on résolvait des problèmes différents. D'accord? Donc, en termes de consolidation des données, en termes de temps en fait, pour traiter ces données, de stockage, etc. etc. Est-ce que vous m'entendez? Là, je suis de retour. Ah, redonnez-la. Yes. Oui, c'est bon. Grand merci, Wassim, à le backup. Il y a pas mal de petits outils techniques. Je t'en prie, je vais juste répondre. En fait, il y a des questions qui ont été posées et je te redonne la main, Kholdoun. Donc, ils disent les deux questions. Comment introduire l'IA dans le PM? Au fait, l'IA dans le PM, c'est une facette comme une autre. C'est-à-dire que construire un produit à base d'IA, c'est inclure en fait, un algorithme dans votre process avec une différence. Et j'insisterai dessus, c'est quand on fait de l'expérimentation en intelligence artificielle, on n'a pas forcément des résultats garantis. Donc, en général, quand on fait le découpage des tâches en intelligence artificielle, ça ne va pas être que des tâches d'exécution, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire forcément le produit, mais il peut y avoir une phase de test. Et dans cette phase de test-là, on va devoir analyser les données qu'on a, on va devoir tester sur l'algorithme qu'on a, et à partir de ces résultats-là, on va pouvoir créer d'autres tâches qui seront des tâches pour affiner ou pour comparer par rapport à la baseline qu'on a. Mais sinon, du point de vue du processus en lui-même, c'est absolument un processus agile, Scrum ou Kanban, comme vous l'utilisez ou vous l'utiliserez peut-être, ça ne change pas du tout. Et quel est le positionnement du product management dans une équipe Scrum? Le product manager, dans une équipe globale, en général, tu as un product manager et un programme manager. C'est souvent mélangé dans les startups parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais le product manager, c'est celui qui va défendre la vision du produit et donc il va être l'avocat du client. D'accord? Donc, c'est lui qui va essayer d'affiner le produit pour qu'il réponde au mieux à ce qu'attendent les clients. Et à côté de ça, tu vas avoir la partie exécution, la partie qui va développer la vision produit en fonctionnalité. Et c'est l'équipe de développement et avec eux, leur PO ou leur programme manager. Et le programme manager va avoir pour responsabilité de transformer la vision produit en un réel produit, justement, opérationnel avec les fonctionnalités demandées et avec la qualité requise. Donc, voilà un peu comment se positionne en général le PM et le PO. Je veux compléter un petit peu. Vas-y, je t'en prie, je te donne la main et je te laisse reprendre. Il y a plusieurs montages avec Scrum. Scrum, il faut savoir que la notion de PO ou de Scrum Master, elle est spécifique à Scrum. Il y a beaucoup de façons de faire différemment. Mais en général, de séparer les deux rôles,
PO et Scrum Master, ça apporte un vrai plus. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, un PO, c'est la personne qui porte la vision produit, métier. C'est grosso modo qui va arbitrer sur quelles sont les fonctionnalités urgentes qu'on doit mettre de faire le produit ou et comment elles doivent marcher. Et le Scrum Master, c'est celui qui va être plus en charge du processus, de la façon de travailler. Et puis, où est-ce que j'ai pu jusqu'où j'étais en train de parler tout seul, mais je vous parlais de l'importance des petites tâches et du processus. Alors, Donc, on t'avait perdu, Kholdoun, quand tu commençais à parler de l'anecdote par expérience avec les cofondateurs, Kalim et Jhed, et à partir de là, on ne t'entendait plus. Donc, je pense que c'est sûrement une anecdote intéressante, donc peut-être que tu peux la reprendre et ensuite poursuivre. Donc, l'anecdote, c'était que il fallait argumenter pour que les personnes utilisent la souris et pas le touchpad en faisant des calculs de combien ça fait gagner du temps, et que c'était important d'utiliser une souris. Bon, je vous rassure, certains sont plus à l'aise avec un touchpad, mais voilà, c'est au goût de chacun. Le muham, il faut faire une attention particulière à tout ce qui nous ralentit et tout ce qui n'est pas productif. En allant à les détails très très simples. Je me souviens que je faisais le tour pour vérifier que les gens ont dans leur raccourci navigateur, ils ont les bons raccourcis pour qu'ils ne perdent pas de temps à chercher un lien. Juste un point, Kholdoun, excuse-moi, si tu peux repartager ton écran. Okay. Et pour répondre à une question, parce que je pense qu'il y a une confusion entre PM et PO, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de product management, on va parler de produit et de programme management, donc ce sont deux rôles. Quand on rentre dans le Scrum, c'est un processus avec ses propres rôles, et en général, on va parler de PO et de Scrum. Et le PO va effectivement être l'avocat du client, et donc ça va être ce qui est le plus proche du product manager. Voilà, c'était juste pour répondre à la question. Oui. Et plusieurs montages. Par exemple, si on a un montage de client-fournisseur, par exemple, j'ai un commanditaire, mettons un client qui veut faire un site web et une boîte de dev qui va lui faire le site web. Quand on parle de PO et de Scrum Master, le Scrum, ils sont intégrés dans l'équipe de dev, donc ils sont côté fournisseur. Et le product manager, c'est un petit peu celui qui va définir les cahiers des charges. Donc, si on parle d'agilité, le cahier des charges n'est pas one shot, il est itératif, mais c'est la personne qui va un petit peu, le PO, son représentant dans l'équipe de dev, établir le backlog ou les priorités. OK. Enfin, d'autres Très bien. montages. Est-ce que tu peux partager ton écran, comme ça on reprend? Ouais, j'essaie de le faire en parallèle. C'est dur de parler et de manipuler pour rétablir l'ordre. Vas-y, prends ton temps parce que peut-être le temps passe très vite, comme ça on peut reprendre la présentation. D'accord. Bon, j'ai toujours des soucis. Je pense que je vais terminer ma présentation à l'oral au cas où. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ça nuit beaucoup à la qualité de la présentation, de terminer. C'est dommage, tu n'arrives pas à partager, tu n'arrives plus à partager. Ça ne va pas marcher chez moi. Ok, très bien. Bon, dans ce cas-là, avançons. Et puis, on laissera les questions justement nous guider au fur et à mesure. D'accord. Donc, alors, on parlait un petit peu de quelles sont les différentes phases. La phase de Product Delivery Operations, c'est la phase de comment on va s'organiser. Notamment, le Product Manager peut, à l'équipe de production, décider d'utiliser un framework Scrum ou autre. Ça fait partie des processus. Les processus, ils vont très loin jusqu'à des daily routines très, très spécifiques et très, 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 très précises. Attention, les startups, il ne faut pas faire du process pour le process.
Le process, il est très rationalisé. Il vaut mieux pas beaucoup de process que trop de process, mais des fois, les process sont bien utiles pour organiser certaines choses. Ben, un exemple, à titre d'exemple, le process, les qu'on a fait Expansia, je salue encore une fois mes amis à Expansia, le process de weekly objectives où chaque membre de l'équipe a ces objectifs hebdomadaires qui sont partagés entre toute l'équipe pour faire de la visibilité transverse. Ben, les compétences d'un product manager. عرفنا à peu près son rôle. Son rôle, c'est de garantir que le produit il est aimé et utilisé par les utilisateurs et que ça fait rentrer de l'argent. Et du coup, quelles sont ses compétences? Product manager, il est sur trois familles de compétences. Il ne doit pas être super expert forcément, mais il doit avoir assez de bagages pour pouvoir parler avec chaque membre de l'équipe avec son langage. Donc, première chose, c'est la partie expérience utilisateur, designer. Quand une équipe de designers, le product manager, c'est la personne qui va discuter avec eux tous les jours. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas d'équipe de manager, des fois, il va s'occuper lui-même de faire une partie de la UX. En général, avec au moins un designer graphique. Ben, la deuxième partie est la partie technique. Donc, le product manager ne doit pas forcément coder si on est dans l'industrie de l'IT, ou elle ne doit pas forcément manipuler avec ses mains si on est dans un autre secteur, mais il doit s'y connaître suffisamment pour pouvoir discuter avec les techs, avec les services qui vont faire l'industrialisation. Et il doit notamment pouvoir les challenger sur les costings des tâches. Il ne doit pas pousser forcément des solutions qui sont trop complexes techniquement, alors qu'il y a des solutions plus simples. Et même s'ils n'arrivent pas à satisfaire 100% du besoin, مثلا كيف انا عندي une idée dans la tête en tant que product manager, يجيني le technicien يقول لي اسمع راه كان نعملوها différemment. C'est vrai que tu n'auras pas tout ce que tu veux à 100%, mais tu auras 90% de ce que tu veux et ça me coûtera la moitié ou moins que la moitié du temps. Là, si je suis rationnel, je vais commencer par adopter son idée. D'accord? Et donc, il faut pouvoir à la fois réfléchir utilisateur, usage, besoin et technique. Et le troisième volet, c'est le volet business. N'oublions pas que le but ultime d'un product manager, c'est que son produit se vende et ramène régulièrement de l'argent et d'une façon croissante. Donc, il va s'intéresser aussi à tout ce qui est sales, marketing, etc. Il y aura des KPI qu'il doit suivre et il va s'intéresser aussi à la partie business. Femme a des questions jusque-là? Kholdoun, je vais essayer d'interagir avec. J'ai une question. Quel est le profil type d'un product manager? Le meilleur profil d'un product manager? Mais la question est bien. Déjà, la réponse, mais je conseille il n'y a pas forcément un profil typique, surtout في Tunis. D'accord? Le profil de product manager, d'abord, il doit avoir une certaine connaissance du métier اللي يخدم فيه. مثلا أنا كان مش نخدم مع une start-up qui fait, je sais pas moi, à un certain moment, j'allais travailler, j'ai pas travaillé, mais j'allais travailler avec une start-up américaine qui ont des machines pour faire du pain, des boulangeries libre-service. Ben, je ne m'y connais pas en pain, en semoule et en farine. Je ne suis pas forcément le meilleur product manager. D'accord? Donc, un product manager doit avoir un peu de connaissance métier. Un product manager doit être formé sur le métier de product management. Le product management, ce n'est pas juste une compétence, c'est un tas de process, de patterns qu'il faut maîtriser. Il faut au moins une bonne formation. Je suis mal à l'aise dans ma réponse. À ma connaissance, ma famille, je connais
ما فماش des facs qui يقريو product management. Donc il faut qu'il soit une personne assez soit qui a des formations, soit qui a un peu fait du self-learning ou كل شيء. ومن بعد يلزم يكون عنده une petite sensibilité technique et business. Donc خاطر هو كما قلت لك راهو il discute avec les designers, donc il doit avoir un peu de fibre design, surtout sur le design de l'expérience utilisateur. Il ne doit pas être complètement étranger à design, pas complètement étranger à technique ou pas être complètement étranger à le business. Donc, tawa qui fait dans la pratique comment trouver le mouton à 5 pattes. Alors, peu importe de là où il commence. J'ai commencé par la partie technique. ومن بعد je me suis intéressé شويه للبيزنس وبعد ذلك اكتشفت la user experience. فما شكون يبدا ديزاينر يبدا معناها UX expert ويعمل بعد à force de côtoyer des équipes de dev il commence à comprendre حاجات في التكنيك ويل monte en compétence على البيزنس والا يبدا ماركتينغ par exemple ويبدا بعد بشوي بشوي يبدا يفسح البرشا ويحب il aime bien faire quelques requêtes SQL sur la base de données il aime bien s'asseoir avec des designers ou بعد بشوي بشوي il se retrouve bien dans la position de discuter avec les trois types de profils les tech les UX et les business. Je peux peut-être rebondir aussi. Je pense que oui, tu as fait à peu près bien le tour et tu as résumé au fait la difficulté de ce métier-là. Mais je pense que si on veut que les gens partent à quelque chose, c'est de leur dire, ce que je vois dans le marché de l'IT notamment, c'est qu'en général, les product managers et les programme managers émergent déjà de la technique. C'est peut-être la partie la plus compliquée à enseigner au sein d'une entreprise. Et du coup, les gens qui en général ont ces postes-là ont eu des formations qui sont proches des formations ingénieurs et ont eux-mêmes été développeurs. Une fois qu'ils sortent de cette expérience-là, ils connaissent un petit peu les fondamentaux, voire beaucoup plus que les fondamentaux des challenges techniques qu'il y a derrière. Mais au-delà de ça, pour qu'une personne émerge du monde technique et devienne un product manager, il y a deux compétences qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est une compétence de gestion de projet, parce qu'un product manager, c'est quelqu'un qui va faire de la gestion de projet. Et la deuxième chose, c'est une affinité avec le métier et les clients, parce qu'il doit être l'avocat des clients. Et donc, c'est là où tu trouves quelqu'un, justement, qui a de multiples compétences, parce qu'il doit être capable de comprendre le besoin client, de faire discuter avec le client, faire analyse avec le client, venir avec les fonctionnalités intéressantes pour le marché. Donc, il y a aussi un esprit analytique. Des fois, il faut regarder les données, il faut faire comme Ral Kholdoun, des requêtes SQL et tout pour récupérer des données et voir ce que le marché demande. Il faut être capable de bien gérer un projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on priorise ces fonctionnalités-là, comment est-ce qu'on les découpe dans le temps, comment est-ce qu'on les intègre au fur et à mesure dans le produit. Et il faut qu'il soit capable, bien sûr, de comprendre les challenges techniques pour que rapidement, il puisse lier la fonctionnalité demandée par le marché par rapport à ce que son équipe technique est capable d'offrir. Et donc, c'est des choses qui s'apprennent. En général, tu commences comme tous les métiers par un poste junior où tu as peut-être un petit peu les b.a.-ba de la technique, mais tu n'as pas encore forcément tout ce qu'il faut pour la gestion de projet, la compréhension métier et client. Et au fur et à mesure, tu grandis de projet en projet pour justement consolider tes connaissances en gestion de projet et mieux comprendre le marché et les clients pour devenir le product manager senior de l'équipe. Donc, c'est un peu comme ça en général que je l'observe sur les marchés IT. S'il y a d'autres métiers, effectivement, il faut que la personne ait une sensibilité pour ce métier-là ou elle, qu'elle soit bien encadrée dans l'entreprise pour qu'elle soit formée à ce métier-là, pour que ça devienne un product manager efficace. Donc, je résume, technique, gestion de projet et connaissance métier. يعطيك الصحة وسيم خلدون. Je crois que Wissem عنده une question. رفع يده في الزوم. Oui. Donc Wissem, vas-y. Bonjour à tous. En fait, je me présente, je m'appelle Wissam Othman. J'ai une petite start-up qui est en cours, en phase de développement qui s'appelle Yajari. Elle va être lancée très, très prochainement en Tunisie. De toute façon, ma question, c'est par rapport à la product manager. Donc, est-ce que c'est recommandé d'avoir un product manager dès la phase de développement ou bien on peut avancer petit à petit avec une petite équipe qui ne contient pas un product manager forcément. Et après, donc, lorsque le startup donc avance bien, il faut forcément et obligatoirement donc recruter ou bien avoir un associé en tant que product manager. Tu me permets de répondre à cette question, Kholdoun ?
Samahni, tu voulais Ouais, je vais peut-être répondre à la question rapidement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui jouera le rôle de product management, parce que le product manager, c'est celui qui définit la vision du produit. Donc, tu ne peux pas développer un produit si tu n'as pas une vision produit. D'accord. Et donc, en général, quand c'est une petite startup, les personnes qui vont définir la vision produit, ça va être le CEO, les cofondateurs, les personnes qui avaient justement une vision et qui cherchent à la mettre en pratique en développant ce produit-là. Au fur et à mesure que l'équipe grandit, en fait, ce qui va se passer, c'est que le produit lui-même peut avoir différentes fonctionnalités qui elles-mêmes sont des sous-produits. Et dans ce cas-là, ça devient trop compliqué à gérer par une seule personne. Et c'est là où tu vas probablement voir apparaître des postes au sein de la startup avec des product managers qui vont chacun avoir pour rôle la définition de la vision et l'exécution de la vision sur une partie du produit. Mais tu auras toujours quelqu'un qui sera responsable de la vision produit, ce sera cette personne-là, le product. Alors peut-être qu'il sera appelé CEO, mais au fur et à mesure que l'entreprise grandira, ce rôle-là sera mieux défini. Oui, en fait, je comprends très bien votre explication, sauf que dans mon cas, par exemple, je suis le fondateur donc, et le CEO de la startup et j'ai aucune idée sur la partie technique, c'est-à-dire tout ce qui est dev, tout ce qui est technologie à utiliser. Je pense que cette partie-là, elle est très intéressante et c'est la partie, surtout dans la phase de développement, la phase initiale, elle est très importante. Il faut que le CEO aura une idée sur cette partie-là pour qu'il puisse communiquer avec les développeurs. Exactement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, dans les startups qui démarrent avec 2 fondateurs, par exemple, tu vas trouver des compétences complémentaires. Tu vas en avoir un qui va prendre un peu la responsabilité du produit, ça va être le product manager, ça va être l'avocat des clients, il va définir une vision. Et tu vas avoir celui qui jouera en général le rôle du CTO, quelqu'un qui aura pour responsabilité la concrétisation de ce produit-là du point de vue technique. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'en général, tu vas avoir un CEO et un CTO qui vont être un peu les piliers de l'entreprise, parce que l'un d'entre eux sera en général sur le marché en train de définir la vision et comprendre le marché pour adapter le produit au marché, et l'autre aura pour responsabilité de développer ce produit-là du point de vue technique. D'accord, c'est bien clair. Merci. Je t'en prie. Voilà, Khuldoun, كنت حاب تكمل انت au fur et à mesure on prendra les questions que ce soit par chat ou sur Zoom. Tu peux poser la question. Vous pouvez demander. انا جست نحب نزيد حاجه على حاجتين قلتوهم كما انا بدي عشتهم الاكسبيريونس اللي هو ديما فما واحد كي ايمرجي من ليكيب اللي سوغا برودكت مانجر اللي هو باش يولي لاهي بالبرودوي فيزيون برودوي. مي au fur et à mesure que les tâches يكبروا ولا la startup تكبر يولي on a besoin d'une personne qui maîtrise vraiment la partie product management. Et d'après l'expérience تاعي ما نعرفش وسا c'est une question aussi de Khuldoun aussi اللي on se rend compte اللي احسن des profils c'est des profils techniques, c'est des ingénieurs اللي يكونوا ديجا حاضرين بداوا من الاول مع البرودوي ولا عندهم برشا من اللي يخدموا على نفس البرودوي parce qu'ils arrivent à disons à se projeter في le futur نتاع البرودوي و créer quelque chose qui est en parallèle avec la stratégie. Est-ce que ما عرفتش نتوما سؤال ليكم est-ce que un profil ingénieur est mieux placé et un profil qui existe déjà dans l'entreprise est plus disons intéressant et plus pertinent pour une entreprise باش يولي un product manager. بون هو بالنسبه للزيكيب اللي معناها دي بوات اللي يعملوا اديتور دو لوجيسيال واللي يخدموا بسكروم معناها لي بيرسون لي ميو بلاسي هما لي بيرسون كي اون لو رول سكروم نتاع البيو ولا سكروم ماستر. Donc, pourquoi, surtout en Tunisie, on privilégie une personne technique pour ce rôle-là. Les personnes techniques vont faire des tests réguliers du produit où ils vont avoir une connaissance fine des fonctionnalités, de la richesse fonctionnelle. Ils vont être des référents fonctionnels. Maintenant, un seul type de product manager, plusieurs types de product managers, ceux qui sont orientés plus PO, plus orientés process. Des fois, il y a des équipes de product manager, une équipe de product manager. Chez Expansia, j'étais un product director où plusieurs
plusieurs PM qui travaillent avec des spécialités différentes. Le plus important, c'est que ce soit une personne qui a bien baigné le produit du point de vue de ses fonctionnalités, du point de vue du besoin des clients, du point de vue de son architecture, du point de vue de son design, design de l'expérience utilisateur, qui soit vraiment quelqu'un qui est tombé dedans quand il était petit, qui m'a Obélix. هذاك هو أهم حاجة. ما لازمش تجيب un product manager qui n'a pas de connaissances métiers et techniques suffisantes et de UX. Et là, je vais confirmer ces deux points-là. En fait, juste pour que vous compreniez pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un de technique d'abord l'équipe, c'est que si le product manager ne comprend pas en fait l'architecture du produit et ne comprend pas les défis techniques de l'équipe technique, il pourra venir avec des fonctionnalités ou promettre des fonctionnalités aux clients que l'équipe technique ne sera pas capable de réaliser tout de suite ou qu'elle ne sera pas capable de réaliser tout court. Donc en général, ça peut poser un gros problème quand un product manager n'a aucune connaissance technique parce qu'il peut ne pas comprendre quels sont les challenges derrière et peut promettre des choses qui ne sont pas réalisables. Donc, ce que j'ai observé dans les boîtes IT, et ça, c'est aussi bien dans les petites startups que chez Criteo ou Microsoft, c'est qu'en général, c'est exactement ce que tu as dit, Edem, et ce que tu as confirmé, Kholdoun, c'est qu'en général, ce sont des gens qui ont un background technique, ce sont été soit des ingénieurs, soit des personnes qui ont été développeurs pendant un moment. Et ce sont des personnes en général qui émergent de l'équipe, c'est-à-dire très difficilement recrutées de l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme ils ont travaillé sur le produit, ils comprennent très bien le produit, ils voient son évolution et avec le temps qu'ils ont passé dans l'entreprise, ils comprennent aussi à minima le client. Donc c'est plus facile pour eux ensuite de passer de l'autre côté du mur et de commencer à parler avec le client plutôt que de répondre aux demandes du client. Donc je ne pense pas que ça change à DL. Oui, ça ne changera à mon avis pas avant longtemps. Technique et au sein de l'entreprise, c'est en général comme ça que les product managers émergent. Les entreprises qui grandissent très très vite ont des besoins de recrutement de l'extérieur. Mais quand tu recrutes quelqu'un de l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'il y a un temps d'adaptation pour qu'ils comprennent bien le produit du point de vue technique et qu'ils comprennent bien aussi le positionnement de la startup par rapport au marché pour qu'ils puissent jouer le rôle des deux côtés. Fama Fares qui a demandé la parole. Fares, تسمع فينا؟ Allô? Oui. Je pense qu'on a très bien répondu à ma question par rapport aux compétences métiers. Donc, finalement, un product manager, c'est les compétences métiers et puis les compétences managériales. Et puis, donc, c'est un peu tout, les compétences métiers. C'était ça ce que je voulais savoir. Exactement, Fares. Exactement فارس واحنا هكا علاش راهو حبينا نعملوا Tunisian Startups Academy parce que c'est un mix ما بين برشا حاجات كما قالوا مثلا انا en prenant مثلا mon exemple à moi bon je suis dans une startup et je suis le COO, donc je gère l'opérationnel et je suis de background business. J'ai fait même un master de recherche en management et stratégie, j'ai fait un master pro en supply chain. Mais donc, avec les formations que je fais, que ce soit en SAP, en risk management, en Scrum, donc on est en orientation IT, et puis j'aime bien, donc je m'implique ou je fais beaucoup de recherches là-dessus, mais sans pour autant dire que je peux faire ça. Voilà, je suis un vrai professionnel, mais là avec justement ces diplômes, disons, voilà, ces formations diplômantes, خليني نعرف برشا حاجات que soit في السكرام ولا que soit في الاس ا بي ولا que soit حتى في Salesforce Management. Donc c'est un système كيف اي تي mais qui يخدم على la performance commerciale. Donc voilà, est-ce que هذوما مثلا en faisant حاجات هكايا ça pourrait te rapprocher vers des projets هكا IT tout en étant vraiment le profil d'Abdam Business. Je veux bien répondre à la question. En fait, tu as soulevé un point très important. En fait, كما قلت من الأول ما فماش un seul chemin. On ne peut pas dire qu'il y a juste un product manager لازم يجي من التكنيك ولا يجي من بقعة أخرى. Le plus important, c'est le respect des expertises. Il faut avoir une attitude à se faire aider par un senior technique.
ou qui m'a technique, celui qui vient d'un background business n'est pas forcément un UX designer, qui fait le partie design. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour moi, c'est que peu importe il faut que tu aies cette capacité à travailler avec les autres et apprendre continuellement des autres, à t'intéresser le métier de la bête. Il faut faire un peu l'équilibre entre UX, business et IT. Tu peux pas, si tu travailles tout seul, tu vas pas forcément promettre à tes clients des choses qui sont faisables techniquement, sauf si tu as cette capacité, ce soft skill, et tu travailles très étroitement avec ton CTO. فهمت؟ أنا j'ajouterais حاجة خلدون وميرسي فارس على الكيستيون. يظهر لي plutôt حاجتين qui sont très importantes pour un PM. الحاجة الأولى c'est la passion. Il faut être passionné par le product management, passionné par le produit en lui-même et obsédé ولا عندنا l'obsession تاع الكليون. باسكو في الاخر انت تخدم في خدمه باش تسهل العباد عيشتهم ولا باش بور ساتيسفير ان بوزوان. دوكو يلزم البرودكت مانجر يكون ديما حاطط روحه في بلاصه الكليون. جو كخوا كو هذوما سي دو سكيلز اوسي، سي با مش اي عبد ينجم يكون عنده لوبسيسيون تاع كيفاش البرودوي هذايا باش يعاون العبد اللي انا عامله. Tout à fait vrai. Moi, je cautionne à 1000%. Et c'est un très bon point pour faire la transition vers le sujet comment le product management a évolué au fil du temps. Il y avait du product management qui est apparu avant la Deuxième Guerre mondiale. Le product management, c'est très différent, et la principale différence, c'est ce qu'on appelle le Lean Startup, les Jeff Lost. Donc, avant, on parlait d'un product manager devait faire beaucoup d'études, donc d'études de marché, d'études techniques, d'études diverses et variées. Ça, c'est des cycles très lents. Il focalisait barcha à la stratégie de la boîte, donc c'est une vision un petit peu centrée sur la boîte. شنو les contraintes نتاعها, شنو les possibilités et les opportunités اللي عندها. Tout ça s'est balayé d'un seul coup avec le Lean Product Management اللي هو يقول لك moi je privilégie l'expérimentation sur l'étude. C'est vrai que je dois faire un minimum d'études pour démarrer mon projet, mon produit, sinon je vais dans le mur, mais je réduis cet effort à un minimum. Et je privilégie de faire des expérimentations réelles pour collecter des vraies données et pour bâtir mon produit sur des faits plutôt que sur des hypothèses. Le produit mes clients, et en comprenant, en observant directement leur comportement et leur retour. Si je suis en B2B, c'est très facile. Je m'assois avec mes clients, un crayon et un papier, et je note. Et si je suis en B2C, il y a aussi des techniques, voir en moyenne le profil de mon client, quels sont ses pain points, qu'est-ce qu'il veut, comment il interagit avec mon produit, etc. Ça, c'est très caractéristique des différences. C'est l'utilisation de data réelle plutôt que d'hypothèses. En product management classique, il faut décider. Donc, le product manager, c'est celui qui décide. En Lean Product Management, c'est celui qui anime, et celui qui anime les brainstorming, les sessions de réflexion créative. Et c'est la personne qui va utiliser le plus l'intelligence collective de son groupe. Donc, il se positionne comme un coach que comme un décideur. D'accord ? Dans le product management classique, une erreur, c'est une catastrophe. Elle va nous faire perdre beaucoup de temps et d'argent. Dans le Lean Product Management, une erreur, c'est limité à une petite itération, où c'est une opportunité, c'est la seule unique opportunité d'apprentissage et de validation des learning. Donc l'erreur, elle est vue très positivement
Il faut faire une succession de petites erreurs insignifiantes pour pouvoir faire des grands succès. Voilà. Dans l'ancien product management, on faisait des roadmaps produits. Dans le nouveau product management, on va faire des roadmaps de value roadmap. C'est plutôt quels sont les problèmes que je vais résoudre à mon client. Plutôt que de dire en septembre, les fonctionnalités, il faut les nier, ce qui n'est pas du tout agile. C'est de dire en septembre, je vais m'attaquer à telle problématique qu'ont les utilisateurs et je vais trouver les meilleures solutions pour y remédier. Donc, la roadmap, elle est vue un petit peu différemment. Donc, le Lean Product Management, pour faire vraiment du Lean Product Management, je vous conseille de bien, ça devrait être obligatoire, les startups, de lire, par exemple, le Lean Startup de Eric Ries. Donc, de faire des formations sur le Lean Startup, je m'en ai un MVP. Qu'est-ce que c'est qu'un MVP? L'innovation continue par petite itération. Qu'est-ce que c'est que la mentalité Lean, l'amélioration continue? Dans chaque sprint, on est meilleur que le sprint d'avant. On a appris des choses. C'est le nouveau product management. Alors, si tu me permets, Kholdoun, juste t'interrompre pendant un instant. J'ai envie de creuser sur ce point-là juste une minute. C'est important ce que tu dis. Il y a deux notions qui reviennent tout le temps à des startups qui sont peut-être un peu mélangées. Une notion de lean et d'agilité. Elles reprennent un peu les mêmes codes. Les Huma, il faut travailler de manière itérative pour construire le produit. Et j'aimerais juste enlever l'ambiguïté entre les deux termes en une petite minute. Le lean, qui m'a c'est se focaliser sur le produit et s'assurer au fait de n'implémenter que ce qui répond aux besoins du client. Rester minimaliste, donc ne pas rajouter des fonctionnalités si on n'est pas sûr qu'elles sont utiles. L'agilité, c'est vraiment l'équivalent du lean, mais du point de vue de l'implémentation. Le lean, c'est plutôt produit. L'agilité, c'est plutôt pour la partie technique. Et donc, en général, le product manager va définir la vision de l'entreprise, la vision du produit de manière lean, en enlevant tout le superflu, en se focalisant vraiment sur les fonctionnalités nécessaires, celles qu'on ne peut pas enlever au produit. Et ensuite, on va faire passer cet ensemble de fonctionnalités lean, cet ensemble de fonctionnalités minimalistes, à l'équipe technique qui va les implémenter de manière agile. Il va prendre ces fonctionnalités, il va les découper en tâches, et ces tâches, au fait, vont prendre un certain nombre d'itérations jusqu'à arriver à réaliser le MVP, comme tu dis, le Minimum Viable Product, la première version du produit, puis la deuxième version du produit, etc. etc. Donc, il y a vraiment deux choses qui sont très complémentaires dans le monde des startups et qu'il faut voir ensemble. C'est je suis un produit, donc je réfléchis de manière lean, j'enlève tout le superflu, mais je ne peux pas oublier que le produit que je veux développer, il doit se développer de manière technique en suivant les codes de l'agilité. Et dans ce cas-là, je prends les fonctionnalités qui ont été définies par le product manager et je donne ça à l'équipe technique qui va les développer itération après itération de manière agile. Et là, on rentre dans tout ce qui est Scrum, Kanban, etc. Donc voilà, je voulais juste qu'on explique, qu'on fasse un peu le parallèle entre les deux parce qu'elles vont ensemble souvent et souvent on les mélange un peu. Oui. Le lean, c'est une mentalité qui est venue de l'industrie, Toyota, l'industrie automobile. ومن بعد سافرت l'Amérique, surtout dans Silicon Valley, etc. Elle a fleuri là-bas. Et c'est la pensée lean qui a donné la naissance à l'agile. L'agilité vient des racines de la pensée lean japonaise. Et après, on est allé beaucoup plus loin. Donc, on est allé dans le Lean Startup, c'est de faire la startup, même le fondement sur le modèle Lean. كيف نحكيو على MVP راه مش MVP uniquement produit, c'est pas un prototype de ton produit. Le MVP, c'est le minimum de ton fonctionnement global, y compris marketing, RH, ton produit, ta relation commerciale, ton processus de vente, كل شيء معناها. C'est le minimum à mettre sur le marché. C'est ce que tu ne peux pas enlever pour ne pas mettre sur le marché. Exactement. Ouais. وحاجه qui m'a frappé beaucoup في Expanse, ديما نرجع l'Expanse, il y aura un autre intervenant qui va vous parler de Expanse. Expanse, ils ont beaucoup réussi et ils n'ont réussi à mon sens que grâce à ça. Bien sûr, il y a d'autres ingrédients, ما فماش une seule définition du succès, voilà, une seule recette. En grande partie, je pense qu'ils ont réussi par rapport à ça. والحاجه que j'ignorais قبل ما ندخل في Expanse
واكتشفتها في Expansia, c'est que les fonctionnalités suivent un cycle de MVP, V1, V2, V3. تا كيف نبداو نعملوا فونكسيوناليتي من الاول ما نحبوش مش لازم نعملوها بالكدا ساعات نعملوا اون فونكسيوناليتي على غاش en mode hackathon 2-3 jours باش نوريوها للكليون نوريوها اللي فما حاجه تخدم ومن بعد on va s'inspirer de tout ce que le client va nous dire et de tout ce qu'on a analysé sur l'ensemble des autres clients pour voir où est le besoin, où est l'opportunité, où est le besoin moyen et d'avancer dans la fonctionnalité. هذه المونتاليتي صعيب ياسر معناها فما برشا une résistance معناتها au changement. انا معناها je fais du lean product management avec des boîtes qui en ont besoin ويعيطوا لي pour ça. من الاول ما يفهموش بالكدا يقول لك احنا نحب نعمل فونكسيوناليتي je veux la présenter sur son meilleur visage باش تقنع الكليون. alors que non معناها بالعكس لازمك تعمل le minimum et puis tu regardes comment ça réagit. D'ailleurs, je vais juste donner un exemple pour que les gens voient vraiment qu'est-ce que ça veut dire que développer les choses par itération de manière lean. Dapchi, je pense que vous connaissez et qui interviendront aussi dans ce programme, ils ont eu une approche qui était très intéressante. Dapchi n'a pas commencé avec un site web et Dapchi n'a pas commencé avec une application. Ils avaient commencé à l'époque avec une page Facebook. Et donc la page Facebook permettait aux gens de mettre les produits à disposition de ceux qui voulaient les acheter et ça a créé comme ça une communauté. Et donc, en fait, si on parle du minimum viable product à ce niveau-là, ils avaient déjà quelque chose sur le marché, une communauté qui s'est construite autour de cette page Facebook et ça a permis déjà de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. Et ensuite, ils sont passés à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand ils ont construit une certaine communauté, qu'ils avaient un marché qui a été validé, ils sont passés à la phase comment je fais migrer tous ces utilisateurs vers le site web, le nouveau site web qui leur permet de mettre les produits et de faire les ventes. De rajouter la partie monétisation, comment récupérer des commissions sur les ventes. Au début, c'était gratuit. Et ensuite, là, dernièrement, pendant justement le confinement, il y a eu une V2 du site web et de l'application qui a améliorer l'expérience utilisateur à partir des feedbacks des utilisateurs, etc. Donc, vous voyez, en fait, qu'un MVP, un produit qu'on peut mettre sur le marché et qui peut devenir quelque chose qui impacte le marché, ça peut commencer par une simple page Facebook. On n'est pas forcément obligé d'avoir une application sur toutes les plateformes mobiles, sur le web, avec de l'intelligence artificielle, etc. On peut commencer très minimaliste. Et c'est ça la notion du lean. Et avec le côté minimaliste, on attaque déjà le marché. On peut déjà commencer à répondre aux besoins du marché et le faire évoluer en fonction du feedback du marché. Il nous faudra une session complète sur le lean startup, le lean management. Je crois que c'est un sujet intéressant. On pourra faire un deep dive. Oui. Voilà, نحب نرجع شوية على product manager. On a compris que le product manager, il fait le lien entre la partie technique et la partie business, si on veut. Et je crois que c'est un rôle قوي شوية. تلقى ديما التكنيك يتعارف مع البيزنس وشنو هي لي بريوريتي والديسيزيون تصير عند البرودكت مانجر في الاخر. La question est, est-ce que ça une formule, disons, efficace, disons, on a une formule qui laisse le خلط deux équipes, باش يكون le product manager il a le contrôle sur ces deux aspects. Alors, le business. Vas-y, Wassim, quelle est une réponse? Vas-y. En fait, la réponse que je vais donner, elle va être un peu nuancée. En fait, il est vrai qu'au début, le product manager va avoir beaucoup le contrôle sur le développement du produit parce que le produit va être petit, va être minimaliste. Et donc, il va intervenir en général qu'avec une petite équipe ou la sans CTO. Donc, c'est des discussions qui ont lieu entre quelqu'un qui porte la vision et quelqu'un qui va la concrétiser techniquement. Ce que tu vas observer quand les startups grandissent et que plusieurs équipes en fait, se développent dans la startup, c'est que tu vas avoir un deuxième rôle qui va émerger, qui va être un rôle beaucoup plus neutre. C'est le rôle du programme manager. Parce que le rôle du programme manager, ça va être un petit peu la personne qui va essayer de concilier les besoins produits avec les contraintes techniques.
D'accord? Donc, il va être l'interface entre le product manager qui, lui, va être l'avocat par le client et l'équipe technique, elle, qui va implémenter. Arlèche, il est nécessaire ce rôle quand on gagne en scale, c'est que tu as d'autres difficultés qui apparaissent quand tu as plusieurs années d'existence. Quand tu es une startup qui a un produit depuis 4 ans, 5 ans, les difficultés que qu'il va falloir résoudre, ça va être des difficultés de maintenance de l'infrastructure, de scalabilité, etc. Et elles-mêmes, ce sont des fonctionnalités ou des besoins à implémenter qui ne sont pas directement dictés par le client. D'accord? Et donc, le programme manager, il va arriver à un certain moment pour équilibrer un petit peu ce que push le product manager. Il va chercher au fait à pusher le maximum de fonctionnalités de product manager et puis les contraintes que vont vivre les équipes techniques parce qu'elles ont besoin aussi de bande passante pour assurer la maintenance technique, la modernisation technique et la scalabilité de leurs produits. Donc, l'idée, ce n'est pas justement d'avoir un product manager maître de toutes les décisions. Mais il faut trouver un moyen en fait, pour faire évoluer le produit, pour qu'il réponde au marché de manière compétitive, pour que ça avance vite, mais sans bloquer l'infrastructure. Et je finis ça par une petite anecdote. Je connais une startup qui est devenue une licorne, et cette startup-là a dû arrêter l'implémentation de fonctionnalités produits pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que les product managers poussaient tellement de fonctionnalités à un rythme qui n'était pas supportable par l'équipe technique. Ils ont fini par sacrifier l'effort de maintenance de leur infrastructure jusqu'à arriver à un moment où l'infrastructure n'arrivait plus à évoluer. Chaque modification qu'ils faisaient dans leur code cassait quelque chose d'autre et ça mettait en danger toute la startup. Donc, c'est là où c'est important de comprendre que le product manager, c'est l'avocat du client, certes, mais qu'il faut qu'il ait au bout d'un moment un contre-pouvoir pour protéger aussi les équipes techniques et leur infrastructure, sinon elles ne tiennent pas le coup. Et c'est en général dans les grandes entreprises, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, ils vont avoir toujours des équipes à 2 têtes, ça va être le product manager et le programme manager, qui vont jouer un peu le rôle du CEO et du CTO Mode. Ça va être un peu les 2 personnes qui vont discuter ensemble pour équilibrer justement les priorités et s'assurer qu'on avance du point de vue produit, mais on ne prend pas trop de retard non plus sur la modernisation technique interne et la maintenance de notre infrastructure. On a une demande d'interaction maintenant Wissem. Ou après, il y a une autre question qui a été posée. Juste, voilà, Wissem. Merci Adam. En fait, je reviens sur le point qui a été évoqué par l'équipe sur le fait qu'on doit se lancer même avec les minimums possibles comme un produit. Donc, et ma question ici, selon votre expérience et d'après les expériences que vous avez vécues, est-ce que ça, si par exemple je me lance avec le minimum possible d'un produit qui contient des petites erreurs et tout ça, est-ce que ça ne va pas impacter l'image de marque et ça ne risque pas de perdre des clients et ça sera très difficile de les récupérer et de le pousser à revenir sur le site par exemple si j'ai Anna, je veux bien répondre, Wissem. Le minimum viable, ça implique qu'il n'y ait pas de bug grave. مش معناها فما des petites erreurs. Un minimum viable, un minimum où on épure le produit, on pense que peut-être le client en aura besoin, mais on se limite les حاجات اللي هما prouvés comme étant un véritable besoin du client. C'est-à-dire on va soigner un minimum la UX, l'expérience utilisateur, etc. Ben, pourquoi ça va pas nuire à ton image de marque? Le fait de un produit qui prend plus de temps et qui contient des choses dont le client n'a pas besoin, il va nuire à ton image de marque plus que de se lancer avec quelque chose de fonctionnel et qui est bien testé et qui marche bien. Et puis l'image de marque comme ça, tu vas la construire en ayant une régularité, l'apport de petites améliorations très bien ciblées et très efficaces. Et qui m'a Facebook, quand tu utilises Facebook, tu vois apparaître des choses régulièrement et qui font sens. Donc ça établit une relation de confiance. Comme ça. Je finirais juste par dire autre chose, c'est que quand tu te lances au début sur un produit, il ne faut pas oublier que tu n'as pas une visibilité sur des millions de personnes, donc tu ne vas pas toucher tout le monde. Ton objectif, c'est juste de prouver que tu as les bonnes hypothèses, que le marché est prêt à te suivre, et tu vas convaincre ce qu'on appelle les early adopters, donc ceux qui vont avoir une certaine affinité avec ton produit. Et ce sont ces gens-là qui vont interagir avec, qui vont te donner au fait un petit peu la bonne direction et la vision du futur à développer. Et à partir de là, tu vas affiner, tu vas améliorer ton produit, tu
tu vas l'enrichir et tu vas finir par justement toucher de plus en plus l'audience qui t'intéresse pour les intégrer. Et en fait, même les gens qui sont très exigeants au début, qui ne seraient peut-être pas sensibles à ton MVP, quand tu auras monté en scale et que tu auras affiné ton produit, ils redécouvriront ton produit et ils pourront l'adopter. Oui. Juste pour revenir à les sujets dont on traitait ça, quand je vous expliquais un petit peu la différence entre l'ancienne façon de faire du product management et le nouveau, anciennement, c'était le product manager qui décidait. Le lean product management, c'est un coach. C'est, comme le dit Socrate, il aide à accoucher des idées. Donc, c'est quelqu'un qui va plutôt se positionner en organisateur, mais les membres de son équipe donner leurs idées et leurs avis, et il va essayer d'arbitrer un petit peu, de gérer un petit peu les désaccords d'une façon pratique, qui va être 100% actionnable. هو اللي انت تعمل un petit comité de décision, un petit comité chez les personnes bien choisies. Une décision importante qui va se créer, c'est le comité qui va voter et qui va prendre la décision. Donc pendant ce comité-là, chacun va défendre le point de vue نتاعو. ساعه حكينا على البزنس وعلى الاي تي، راه ما فماش كلشي البزنس والاي تي، بربي زاد ما تنساوش ديما لا تروازيام بات اللي هي لو ديزاين. Donc le design de l'UX, le design, l'IT et le business. Trois piliers. Donc il faut au moins 3 représentants. Où كل représentant il va essayer de donner son point de vue, d'expliquer ses contraintes. الناس كل لازمها تسمع، الناس كل لازمها توسع بالها شويه باش تفهم les contraintes des autres, et des décisions intelligentes vont émerger automatiquement. انا يظهر لي باش نزيد حاجه بركه بعد تعداو السؤال محمد. Oui. يظهر لي le design, يظهر لي انا اصعب حاجه parce que c'est la personne qui va en quelque sorte traduire le besoin نتاع l'équipe technique ou l'équipe business ويخرج في حاجه تتشاف. معناها ملي يكون كلام un besoin exprimé par des mots يولي منظر. je crois que اصعب حاجه معناها. C'est encore plus que ça, à mon avis, Edem. Il va juste matérialiser l'idée sous forme visuelle. Le design, c'est aussi le design de l'utilité. Il va, comme le designer d'une chaise, une chaise ergonomique, comme le designer d'un produit pharmaceutique, un designer d'un produit IT, il va essayer de s'intéresser à la compréhension des pain points de les utilisateurs. Ce n'est pas qu'une question de façade ou de manzar kaho. C'est par exemple, un اليوم في الميل نتاعي جيت نبعث ميل قال لي est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir oublié de mettre ta pièce jointe? Je me suis dit tiens, ils ont un bon designer UX خاطر فاق لي انا راهو حقني نبعث une pièce jointe وما حطيتهاش. Donc, ça va beaucoup plus que l'apparence ou le côté graphique des choses. Oui, je suis tout à fait d'accord. On planifie une session UX UI parce qu'on a, في تونس ما عندناش برشا cette mentalité de penser à l'utilisateur et de lui faciliter les interactions avec notre produit. En général, on est en train d'exprimer le besoin, je ne dirais pas du product manager, mais c'est celui qui a eu l'idée ou celui qui est le owner de l'idée. هو اللي en général يقول نحطوا بوطون هون نحطوها غادي. On n'a pas beaucoup cette culture. Bon, Inch'Allah تبدا تتبدل بشويه بشويه. On a beaucoup de produits. أنا ديما pour encore mieux expliciter, le tabouret à 3 pieds. La personne qui est l'avocat de l'utilisateur, qui j'aime bien que Wassim l'appelle, celui qui fait l'avocat de l'utilisateur, celui qui fait l'avocat du compte en banque de la société, il veut de l'argent, il veut du business, ou celui qui fait l'avocat de l'équipe, en général le CTO,
راهي هذه تصير هذه ما تصيرش هذه سهله هذه صعيبه هذه تحب لها جمعه هذه تحب لها شهر. Et qu'il ne faut pas aussi mettre l'équipe en difficulté parce que l'équipe, c'est le nerf de la guerre. Il faut que les choses soient fluides, etc. Donc, il un équilibre de force entre ces trois visions-là. Exactement. Ouais. Donc, Khalina Mohamed Barsha, il a posé une question. Donc, Mohamed يقول comment savoir quelle stratégie choisir entre Agile et Lean والا فيشبون دياغرام ايشيكاوا دياغرام فوالا دونك انا الحقيقه زوز الاخرين ما نعرفهمش دونك comment choisir entre l'agile le lean ولا فيشبون دياغرام ولا ايشيكاوا دياغرام. La dernière partie va être très simple. Fishbone diagramme ou la Ishikawa diagramme qui sont les mêmes, c'est plus dans des processus industriels. Donc en fait, ça ne concerne pas en général les startups qui nous concernent, les startups IT. Donc pas besoin de forcément regarder ça de très près si vous n'êtes pas sur une chaîne industrielle. Pour ce qui est de l'agile et du lean, je vais réinsister sur un point que j'ai soulevé tout à l'heure. Vous n'allez pas choisir entre le lean et l'agile. Vous allez faire les deux. Le lean, c'est du point de vue de la définition du produit. Et l'agilité, c'est du point de vue de son implémentation. On y retrouve un exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Mathalan, prenons l'exemple du e-commerce, qui est Madabchi Mathalan. Je pense que tout le monde peut s'imaginer une application de e-commerce. Le lean, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je veux mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. D'accord, ça peut ressembler à du Amazon, comme ça peut être une page Facebook. Comment est-ce que je minimise au maximum les fonctionnalités de base pour pouvoir avoir quelque chose d'intégrable sur le marché? Et donc, la personne qui va être responsable du lean, elle va prendre un petit peu la vision de ce produit de e-commerce et elle va enlever tout le superflu pour démarrer. Mathalan, il va dire, quand je vais lancer mon produit, ça va être une simple interface, faire un compte utilisateur qui va vendre des produits, il va mettre ses produits, les gens vont voir ce produit et pourront décider de l'acheter ou l'aller. Maintenant, ça peut être ça la vision. Et les choses superflues dans ce cas-là, donc que le lean va supprimer tout de suite, c'est faire un système intelligent de recommandation, collecter toute la data des utilisateurs, etc. etc. Ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires quand tu ne commences pas à avoir un scale suffisant pour collecter beaucoup de données et faire de l'intelligence artificielle au-dessus. Donc le lean, c'est je définis le produit de manière minimaliste pour lancer ma première version, et c'est quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure. C'est qu'une fois que vous avez la première version qui va être simple, l'équipe produit va définir la version 2 de votre application de la même façon, de la manière lean. Quelles sont les choses qu'on va rajouter qui vont apporter le maximum de valeur et qu'est-ce qu'on enlève du reste, de manière à sortir une V2 qui apporte un maximum de valeur aux utilisateurs. Donc, AD est la partie lean. Je définis le produit et je ne garde que les fonctionnalités minimalistes nécessaires. Comment on va maintenant prendre la définition de notre produit pour passer en agile? Donc, si maintenant on s'est mis d'accord pour que l'application e-commerce AD se limite aux quelques petites fonctionnalités que j'ai mentionnées. J'ai une page avec un compte utilisateur, je mets les produits internes et des gens qui vont voir les produits et qui vont les acheter. On va donner cette spécification à l'équipe technique et l'équipe technique de manière agile. Je crois que pour le premier sprint, s'ils font du Scrum, je crois que dans le premier sprint, on va faire l'interface homepage de l'application. Dans le deuxième sprint, pourquoi la homepage? Parce que ça permet tout de suite de communiquer avec le client. Ça fait genre une page coming soon, les gens peuvent s'inscrire, mais ils ne voient pas encore tous les produits. La partie Fenia, c'est faire un peu l'aspect utilisateur qui va mettre les produits internes. Le sprint self, ils vont intégrer le paiement en ligne, etc., etc. Ils vont le faire de manière itérative jusqu'à arriver à développer le produit final dans le MVP. Et donc, vous voyez qu'en fait, il faut le faire en parallèle. La partie lean, c'est vraiment définition du produit. La partie agile, c'est la même chose, c'est de manière itérative, mais dans l'implémentation du produit en lui-même. C'est transformer cette vision et ces fonctionnalités techniques en quelque chose de concret, utilisable par les clients. Vous voyez un peu maintenant comment ça se goupille ensemble? Super. Je rebondis voilà que presque tout est dit. Alors, je répondais juste sur une autre question par Mohamed, parce qu'il a reposé une autre question. Quelles sont les méthodologies agiles à utiliser? Il y en a deux en général, et c'est assez facile de savoir dans quelle position on se retrouve. Il y a, pour simplifier, il y a la partie, ce qu'on va dire, Scrum et la partie Kanban. Si vous êtes dans un mode où vous avez un produit que vous allez développer sur plusieurs semaines, donc sur plusieurs sprints. Donc, vous pouvez planifier le produit et l'implémenter au fur et à mesure. Dans ce cas-là, vous allez être dans un cadre qui sera plus proche du Scrum.
Vous allez définir les priorités, vous allez décomposer vos priorités en tâches, vous allez voir en fonction de la capacité de l'équipe combien de temps il va vous faire pour les réaliser et vous allez les planifier sur plusieurs sprints. Dans ce cas-là, on est dans du Scrum. D'accord? Donc, c'est bien planifié, exécuté sur plusieurs sprints. Dans certains contextes, on est plutôt en flux tendu, c'est-à-dire qu'on a des tâches qui viennent, il faut les prioriser tout de suite et exécuter sur les priorités aussi rapidement que possible. Ça, c'est plutôt dans le cas des équipes support, dans la gestion des bugs, etc. Et dans ce cas-là, on sera sur un processus agile qu'on appellera Kanban. Ce sera un tableau avec des tâches, sauf que les tâches seront mises à jour assez régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, en fonction du stress qu'il y a sur cette équipe-là. Et il y aura un travail de traitement et de priorisation de ces tâches-là au fur et à mesure, de manière à toujours résoudre les problèmes des clients aussi rapidement que possible, parce qu'on ne va pas planifier ces tâches sur des mois si elles sont critiques, si c'est un bug critique ou si c'est une fonctionnalité qui apporte beaucoup de valeur. Donc, voilà un peu les deux types de process qu'il y a à l'agilité, Scrum et Kanban. Scrum, quand on planifie sur plusieurs sprints avec une visibilité sur ces sprints-là, donc on a le temps de se lancer sur 3-4 sprints. Kanban, quand on est en plus en mode flux tendu, un ticket arrive, il faut le traiter, le positionner par rapport aux priorités et voir si on l'exécute tout de suite ou pas. On a deux demandes d'interaction, واحدة من وسام وواحدة من نادر. Je vais commencer par نادر. وسام il a un peu تغفل في مرة. سامحني وسام، نعاود نرجع لك جوست بعد الكيستيون تاع نادر. تفضل نادر، vas-y. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Nader, bonjour. Je نحب نسألكم dans ce contexte. Moi ou mon collaborateur, on a développé, on est en cours de développement d'un produit qu'on va lancer prochainement. Où ce produit, on l'a divisé en deux versions, V0, V1. Ok. La V1, on va intégrer plus de fonctionnalités. Mais on a préféré ne pas les intégrer pour voir le retour d'expérience dans les utilisateurs. Dans ce contexte, après tout, comment tu vas décider si cette fonctionnalité est ajoutée ou pas? Comment c'est compris ma question? C'est pas clair. Oui. وسيم تحب نجاوبوا شويه. Une autre question, on a commencé par une version web où on va intégrer aussi la version mobile après 2 mois. Est-ce que le temps par l'intégration par l'application mobile, ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs, autour d'expérience par les utilisateurs, ou c'est pas relatif à ça? باهي نادر، انا باش نجاوب بجوست شويه في ساعه ونخلي وسيم وخلدون زاد يجاوبوك يعرفوا اكثر مني. مي انا جو كخوا كو الغلطه هذيا عملناها تو لي زونتربرونور عملناها، اللي هو وحدنا نخمو في كل شيء ووحدنا نديسيد تو وسلون نو زونفي. دونك تعمل البرودوي من الاول خاطر هذاك شنو اللي يلزم فيه، من بعد الفيرسيون الثانيه زاد كيف تقول لازم نعملوا هكا على خاطر ديز اسامبشنز تعملوا كل شيء في مخ لي فونداتور ولا في مخ ليكيب سون ريالمون لا تيستي ولا لي تيستي افيك دي فري يوتيليزاتور. وكيف لابليكاسيون زاد اون ا توندونس à pencher vers créer une application parce que c'est sexy en quelque sorte, parce qu'on croit qu'il y a un besoin d'avoir une application au lieu d'avoir un site web responsive ou un site web tout court. Donc la réponse c'est, je crois que d'ailleurs بكري قالوها خلدون وسيم, il faut commencer par un MVP. معناها انت باش تعمل l'idée نتاعك pour satisfaire un besoin. Le besoin concret شنو la fonctionnalité ولا les deux maximum qui vont satisfaire ce produit, اهبط للمارشي quel que soit. راهو كان نهار اللي باش يوصل عاجبك البرودوي نتاعك وتعبط به المارشي راك هبطت النخر. معناها مثالش حتى كان ماهوش عاجبك اهبط وجرب تستي avec les utilisateurs, شوف est-ce que le besoin موجود réellement كما انت تصورت ولا. ومن بعد selon les interactions des utilisateurs décide شنو هما les next steps. Voilà.
Bah, les interactions avec les utilisateurs, تيجيو معناتها des questionnaires ولا شنو هي exactement معناتها Alors, généralement ولا je vais peut-être répondre à ça rapidement avec des anecdotes. Au fait, en général, ce qu'on commence par faire tous, c'est de discuter avec les gens qui ont pour ça nos clients. Donc, en fait, en général, tu vas faire justement ce travail-là, de faire tes questionnaires, ça peut être en ligne, aller discuter avec des gens. Si tu as des échantillons, مثلا كان في un marché industriel, tu vas présenter ces échantillons, tu vas essayer de comprendre si ton idée ou si le développement de tes prototypes ont une chance de marcher. Mais en réalité, ça va te permettre juste de te construire une idée sur ce qui pourrait marcher ou pas. Tu n'auras pas un échantillon, tu n'auras jamais un échantillon significativement élevé pour avoir une réponse définitive sur oui, ça va marcher ou non, ça ne marchera pas. Donc, c'est là où il faut rester très pragmatique dans le développement du premier produit. Tu vas prendre en compte les feedbacks que tu as eus sur les surveys, les discussions, etc., pour développer ta première vision. Et tu vas l'implémenter en disant, voici les fonctionnalités qui semblent intéresser les gens, je vais les mettre sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer, Mbarat ? Plein de scénarios possibles. La première, c'est que tu te rends compte que finalement, il n'y a que 10 personnes qui s'intéressent à ton produit et qu'il n'a pas un vrai marché et tu es obligé de repenser ton produit pour te positionner. Hajathénia, c'est de rendre compte qu'une partie de tes produits fonctionne et l'autre ne fonctionne pas, donc il faut réajuster. C'est la partie qui ressemble à la création d'Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Instagram. Instagram, à la base, quand ça a commencé, c'était plutôt une application qui voulait faire de la recommandation d'endroits, un peu comme Foursquare, et le fondateur s'est rendu compte que les gens voulaient juste prendre des photos et tout ce qui marchait, c'était la fonctionnalité de poste des photos. Et il a décidé de tout changer pour supprimer tout le reste et se focaliser sur le partage de photos. Et c'est comme ça qu'Instagram est né. Donc le feedback qu'il a eu, ce n'était pas un feedback qui était explicite. L'Arbed Makhaloulouche, on s'en fout de ta fonctionnalité, tu as la recommandation de restaurant ou de bar, etc. Il a juste compris que tu avais une fonctionnalité qui était beaucoup plus utilisée que l'autre. Et il se dit, si je veux rentabiliser mon effort, je vais me focaliser sur celle qui semble toucher la plus grande audience, et c'est comme ça que je vais orienter ma vision. Donc, quand on dit que tu vas avoir du feedback, ça peut être du feedback implicite qui sera plus donné par quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. Et le dernier feedback que tu peux avoir, c'est l'interaction des gens via le canal support. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont avoir une opinion très forte sur cette fonctionnalité-là ou sur ton produit et qui vont t'envoyer du feedback explicite, qui vont te dire tu peux l'améliorer comme ça. Moi, je l'utiliserai plus ton produit si tu me fournissais ça. Et à partir de ces signaux qui vont s'accumuler, parce que des fois, tu vas avoir la même fonctionnalité qui va revenir plusieurs fois, tu vas te faire une idée de quelle direction il vaut mieux prendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut le faire de manière lean et agile. Alors, tu vas adapter ta vision étape par étape, petite fonctionnalité par petite fonctionnalité. Et à chaque fois, tu vas faire un peu un test sur le terrain pour voir comment les gens réagissent à cette nouvelle version. Et est-ce que ça répond bien à ce que tu attendais ou pas. Et tu vas faire évoluer jusqu'à, on l'espère, arriver à trouver la bonne direction sur laquelle investir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire un produit, les dakhal flows. Bien sûr. Après, on ne va pas rentrer tout de suite sur ces problématiques-là. Tu as deux types de startups. Tu as les startups, au fait, qui vont, un peu comme à la Silicon Valley, des startups qui vont focaliser beaucoup sur créer du trafic, donc avoir un maximum d'utilisateurs, et ensuite chercher à monétiser ces utilisateurs-là. C'est un peu le mode Facebook, typiquement, ou le mode Instagram. Et puis, tu as des startups qui vont plus être des startups qui vont tout de suite avoir un business model, mais un business model qui ne sera rentable que sur un certain scale. Donc, ils vont faire de l'argent, mais ils ne seront pas assez rentables au début parce que l'infrastructure coûtera beaucoup trop cher, les fonctionnalités seront beaucoup trop chères, les salaires seront beaucoup trop chers par rapport aux abonnements payés par les utilisateurs. En général, ça peut être des petits abonnements. Mais par contre, si on compte 100 000 utilisateurs, à partir de là, l'effet d'échelle fait que ça devient rentable parce que l'infrastructure ne va pas devenir beaucoup plus chère, le nombre de salaires que tu vas payer ne va pas devenir beaucoup plus grand. Par contre, le volume d'utilisateurs qu'il va payer va permettre d'atteindre la rentabilité. Donc, tu as deux modèles. C'est pour ça que je pense que il faudrait un deep dive voir tout. Mais je suis d'accord, il faut à terme, une startup, c'est une entreprise et la finalité d'une entreprise, c'est d'être rentable. Voilà. Juste une dernière question avant de clôturer. Les fautes donc, oui. فما une question. سألت تقول لك شنو les outils technologiques à utiliser pendant le cycle de vie du projet. C'est une question un peu large, mais disons إجا نحطوها في الكونتكست نتاع السيسيون نتاعنا اليوم. Quels sont les meilleurs, disons, les outils que vous suggérez باش un product manager يستعملهم في les process نتاعو؟
C'est une question très difficile. Tu peux demander cette question, tu peux poser cette question à 4 programmes product managers, tu auras à mon avis 4 réponses différentes. Mais on peut dire quels sont les outils par lesquels tu peux commencer. En général, quand tu commences, tu n'as pas forcément les moyens de payer cher ces outils qui vont t'accompagner. Il y en a quelques-uns qui peuvent t'aider. Et là, personnellement, ceux que j'utilise pour m'aider, je vais dire qu'il y en a, allez, 3. Le premier, bien sûr, c'est pour organiser le projet et les tâches. C'est Trello, d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être Jira, GitHub, ça peut être d'autres sites qui permettent de faire du ticketing. Il y en a un qui va me permettre de gérer les projets du point de vue de l'information, comment j'agrège l'information, comment je la découpe, comment je la partage. Et pour ça, j'utilise beaucoup OneNote, que je trouve être particulièrement efficace, parce que ça ressemble un petit peu à un livre ou un classeur en ligne. Donc, tu peux avoir autant de classeurs que tu veux, le découper comme tu veux, rendre privé certaines parties, partager les autres. Donc, c'est extrêmement efficace. Et puis, j'ai dit un troisième, et c'est un troisième qui est très ouvert. Personnellement, je ne suis pas un designer, mais j'utilise beaucoup PowerPoint, parce que PowerPoint, tu peux faire beaucoup de design très intéressants, et ça m'arrive beaucoup de faire des sketchs de produits pour permettre aux développeurs justement de comprendre ce qu'on cherche à atteindre, même si ce n'est pas un vrai design. Et j'utilise beaucoup PowerPoint, alors que d'autres personnes qui sont probablement plus compétentes que moi en design vont utiliser du InVision, vont utiliser du Photoshop, vont utiliser d'autres choses qui vont permettre vraiment de donner un rendu beaucoup plus réaliste. Donc voilà un peu les outils que j'utilise. Chez Kholdoun, probablement, tu as aussi les outils que tu utilises. Ouais. Moi, j'aime bien ton découpage. C'est vrai, il faut partir. Bon, Trello, il est sympathique, mais un peu limité. Quand tu as des outils qui m'a Jira ou des outils qui m'a Azure DevOps, il t'accompagne réellement dans la partie agile, l'agilité. C'est juste que c'est payant, c'est plus pénible. Ouais. Mais Trello, c'est bien pour démarrer. Le Jira, ce n'est pas payant si tu ne dépasses pas 10 utilisateurs. Ok, très bien. Donc, ça peut être un bon point de départ aussi. OneNote aussi qui est payant, mais la version qui est موجودة à Windows par défaut n'est pas bonne. La version 2016, elle est bien. Fama Confluence qui est le pendant côté Atlassian, qui est aussi pas payant pour moins de 10 utilisateurs. Sinon, pour les mockups ou Colshay, PowerPoint, pourquoi pas. Fama des outils qui m'a Mockflow, qui est un peu limité, mais ça ne coûte pas très cher. Balsamiq. Très bien, Balsamiq, très bien aussi. Il permet de faire des sketchs très minimalistes, mais ça permet d'expliquer un peu l'expérience. Voilà. Sinon, les outils, les mines pour le design de l'expérience utilisateur, Google Analytics ou d'autres équivalents dans la partie mobile. Tu peux faire des A/B testing avec Google Optimize. Moi, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je sais que chez Expansia, ils l'utilisent. Pas mal d'outils, comme les heatmaps pour voir ton expérience UI, etc. Pas mal d'outils qui vont te permettre de collecter des datas pour fonder tes décisions sur des faits et des données. Moi, je vais juste dire un dernier mot, Ed, à ce niveau-là, c'est pour reconnecter ce qu'on a dit avant. On a les compétences d'ALPM, c'est justement une partie business métier où tu designs un peu l'expérience. Tu as une partie qui est gestion de projet, une partie technique. Et au fait, ces outils-là rejoignent un peu les trois. Donc, tu as une partie designer l'expérience et la comprendre. C'est là où tu dois sketcher un peu l'expérience pour bien l'expliquer aux développeurs, pour avoir leur opinion. Tu as la partie gestion de projet où tu vas plus être dans du ticketing pour savoir quelles sont les tâches que tu dois gérer, les sous-parties. Et donc, tu vas plus utiliser du Trello, Jira et peut-être même un peu du OneNote. Et puis, tu as aussi la partie purement technique où tu vas te rapprocher de la data avec Google Analytics, avec les heatmaps, avec les designs, par exemple, que tu as trouvé sur l'infrastructure, etc. Donc, chaque facette des compétences d'ALPM vont demander des outils qui vont lui faciliter un peu sa vie. Exactement. Juste un petit ajout à les outils. Plus rarement, on peut utiliser pour des questions de
project management en dehors de l'agilité, des outils comme MS Project. MS Project qui est cher si on veut l'acheter en dehors de Office. Mais un équivalent gratuit, il est Gantt Project. Moi, j'utilisais ça surtout pour planifier les différents sprints et accrocher ça au mur. باش الناس الكل يعرفوا شاك معناها سبرينت وقتاش باش يبدا وقتاش باش يشوفها ايتترا. ايه احنا في فين نستعملوا بارابور للداتا وتتبيع لي زوتيليزاتور في فين نستعملوا برشا امبليتود. انا جو كخوا كو امبليتود c'est une plateforme complète en fait تعاون برشا pour analyser le workflow نتاع les utilisateurs ou le comportement نتاع les utilisateurs في البلاتفورم. زاد كيف VSTS بارابور للبلانينغ نتاع لي بروجي والQA زاد. وفما deux autres produits ou plutôt trois autres produits اللي انا نحبهم برشا في الخدمه اللي هما ميرو. c'est un whiteboard l'équipe الكل ندخلوا وين نعملوا brainstorming ولا c'est un vrai whiteboard partagé. فما فيجما زاد pour tout ce qui est UX ou design. le troisième اللي هو product planner اللي عاوننا في البلانيفيكاسيون de la roadmap disons نتاع البرودوي. voilà احنا presque كملنا. juste deux dernières questions باش نقول لكم عليهم. plutôt une seule dernière question اللي هي جات لويسي من عند احمد يقول لك يحب يعرف plutôt par rapport à une start-up basée sur l'IA, est-ce qu'il y a un modèle lean IA à suivre, surtout que pour faire déjà un POC ou un MVP? Alors, je vais répondre en plusieurs points. Je sépare les startups d'IA en deux parties. Il y a les startups qui vendent de l'IA et les startups qui utilisent l'IA pour améliorer leurs produits. Pour celles qui vendent l'IA, oui, il y a toujours, enfin pour les deux, oui, il y a une méthodologie Lean, et pour eux, il faut qu'ils sachent comment se positionner par rapport au marché. L'IA, c'est très large. Il y en a qui vont travailler sur le NLP, donc l'analyse du langage, comme à ceux qui vont être plutôt sur de la classification d'images, ceux qui vont faire de la segmentation d'images, etc. Donc, la partie Lean, c'est de se dire, si je vends de l'IA, comment je me positionne? Qui va être mon client? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va faire du traitement de l'image, quelqu'un qui va faire du marketing avec du langage, que ça va être quelqu'un qui va faire de la prédiction de prix? Donc, bien cibler son audience pour développer un premier produit qui sera un produit probablement niche, mais efficace sur l'audience qui sera ciblée. Donc, moi, pour ceux qui vendent de l'IA. Pour ceux qui utilisent l'IA, et c'est la quasi-majorité des startups et surtout en Tunisie, eh bien, le conseil que je leur donne en général, c'est l'IA est là pour améliorer votre produit, donc il faut déjà avoir un produit. D'accord? Donc, la partie Lean à ce niveau-là, c'est déjà de créer un produit, quitte à ce que ce produit cache quelque part l'intelligence de l'IA future, mais en utilisant l'humain pour la remplacer. Si vous voulez faire un système de recommandation pour du e-commerce, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'avoir une IA intelligente pour faire tout ça. Il vous faudra de la donnée. Il faudra quand même commencer par faire de la recommandation éditoriale, c'est-à-dire des gens dans votre équipe qui vont définir les produits à mettre en avant en fonction de leur popularité, etc. Et après, la version Fen et elle va utiliser l'interaction des utilisateurs avec votre produit, les données qui ont été collectées grâce à cette interaction pour définir la première version par l'intelligence artificielle intégrée, la deuxième, la troisième, etc. et l'améliorer. D'accord? Donc vraiment deux mondes différents. Je vends de l'IA, donc je vais fournir un service d'IA Mellow et dans ce cas-là, je vais cibler une audience, ce qui va être mon premier client avant d'élargir mes fonctionnalités d'IA. Ou là, j'ai un produit et je l'améliore et dans ce cas-là, il faut que j'ai un produit. Et à partir du moment où j'ai un produit, je collecte des données et à partir de là, j'implémente l'intelligence qui va remplacer l'effort éditorial qui a été fait avant. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il faut que je creuse autre chose? Normalement, ça va. En tout cas, on a reçu d'autres questions, mais ils veulent les un peu largement. Donc, يعطيكم الصحة. Merci à Khaldou. Merci beaucoup, Khaldou. Je suis ديما volontaire
pour répondre à des questions. Donc, mon mail, kholdoun.bouravi@gmail.com. Pour aussi des prestations, je suis là à titre amical, gratuit, payant, kolchay, kalmoni, sans se poser plus de questions. Wakahaw, merci pour cette opportunité. Wassim, toujours qui ouvre les portes pour pas mal de monde. Yatik Saha. Et merci à vous tous pour votre attention. Avec plaisir. Je rajouterai juste une chose, c'est n'hésitez pas à continuer à poser des questions, alors peut-être pas sur l'interface Zoom Hedi, mais sur le live qui a été fait sur Facebook. On pourra réutiliser les questions auxquelles on n'a pas répondu pour faire peut-être des deep dives ou faire des réponses ciblées plus tard. Donc continuez à interagir, continuez à envoyer vos feedbacks directement aux intervenants ou via la page de Tunisian Startup. Et comme ça, on pourra prendre en compte tous ces feedbacks-là pour améliorer ce programme qui est fait pour nous tous. ويعطيكم الصحة على السيسيون بون سيتي با بلانيفيي باش تكون سو فورما بودكاست مي الحقيقة جيم بيان le format. نتصور حتى on a eu beaucoup d'interactions, c'était très pertinent. Donc مازالوا عندنا d'autres sessions إن شاء الله في Tunisian Startups Academy tout au long du mois d'octobre. حتى aussi في novembre on aura 2 autres sessions. Donc, pour les participants, on va vous envoyer les slides متاع خلدون كان حب يعطينا أو نسأله en live. نبعثوا لكم في email. Aussi, vous aurez un petit formulaire pour avoir vos feedbacks et une évaluation par rapport au format. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ya'tikum saha. Je laisse Nadia clôturer cette session. D'accord. Merci Khaldoun et donc ici, merci Nescol, Ya'tikum saha, c'était vraiment intéressant. Kima qalou Jumeirah, donc si vous avez d'autres questions, retournez sur Facebook et on peut vous répondre. Sinon, je vous invite à la deuxième session de TS Academy, ce vendredi 16 octobre, في نفس الوقت الأربعاء مع محمد خلوفي de Mintaiti où la thématique c'est spécification de produits. Donc voilà. مرحبا بكم. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bye bye. Bye bye, merci.